Paris se trouve à 4h30 de la Palestine. La Palestine est entourée de l'Égypte, de la Jordanie, de la Syrie et du Liban. Les territoires palestiniens occupés et Gaza sous blocus, Palestine reconnue comme État observateur à l'ONU, représentent 22% de la Palestine historique. Kamar et Bassem vivent à Bilin dans le district de Ramallah, Hamda et Cheikh Abou Sakr dans le nord de la vallée du Jourdain, Hamda à Giflik, Abou Sakr à Hadidiyah. Ils sont partis de l'aéroport d'Amman en Jordanie après avoir passé la frontière contrôlée par les Israéliens au pont Allenby. Les magnifiques paysages de la vallée du Jourdain entrevus au lever du soleil ne doivent pas cacher le développement d'un véritable système d'apartheid et d'épuration ethnique. Sur le plan environnemental, la colonisation israélienne entraîne une catastrophe écologique. Les terres sont très fertiles, les réserves d'eau sont énormes, c'est la plus riche région agricole dans le Moyen et Proche-Orient. Auparavant, il y avait de la verdure partout, des plantations de bananes, notamment les petites bananes très sucrées, qui étaient très réputées, et quantité d'arbres fruitiers. Ce que nous traversons actuellement représentait des zones touristiques pour les habitants de Jérusalem qui venaient y chercher de la fraîcheur. Aujourd'hui, tout a disparu. L'infrastructure économique a été totalement détruite. Depuis 1967, les colons ont pompé l'eau en profondeur, ce qui a provoqué une sécheresse et rendu cette région complètement désertique. Ces sources fournissaient de l'eau non seulement à la population, mais au fleuve du Jourdain qui est devenu aujourd'hui un fleuve d'eau usée. En 1967, la population était de 320 000 habitants dans 52 villages. Aujourd'hui, il ne reste plus que 60 000 Palestiniens. En 2004, on comptait 36 colonies israéliennes et 7000 colons. Ces colonies sont illégales au regard du droit international, mais leur construction ne cesse de s'accélérer. Elles concernent bien sûr les villes nouvelles, construites sur les hauteurs, et qui foisonnent dans toute la Cisjordanie, mais également des colonies de zones agricoles à grande échelle, avec des cultures intensives, d'une part pour la consommation israélienne, et d'autre part destinées à l'exportation. Mais pour exploiter ces terres, les Israéliens ont expulsé les Palestiniens qui y vivaient depuis des années. La colonie de Massoua sur la gauche en est un exemple. De la verdure, des plantations, des routes goudronnées, des piscines, des jeux pour enfants. Les Palestiniens qui habitaient les terres d'en face, où sont maintenant installés des serres, ont été expropriés il y a 4 ans. Sur le morceau de terrain qui leur reste temporairement, ils n'ont pas le droit de construire. Les fils électriques passent au-dessus de leur maison à destination de la colonie, mais ils ne bénéficient pas de l'électricité. L'eau passe sous leurs pieds à destination de la colonie, mais ils n'ont pas le droit de l'utiliser, même pour boire. L'eau leur est amenée par citerne. Actuellement, ils sont sous le coup de préavis de démolition de leur maison. Les humiliations et harcèlements sont quotidiens. Sur cette route, 2 embranchements vers la gauche distants d'une 50aine de mètres. Le premier mène à une colonie. Vous remarquerez le couloir de gauche dont le marquage au sol est parfaitement tracé. 50 mètres plus loin, une autre route sur la gauche mène à Fasayel, un village palestinien. Aucun couloir, et la ligne blanche est même continue. Donc interdiction de tourner à gauche sous peine d'amende, pas d'indication du nom de village, pas d'électricité pour signaler l'entrée. Vous ne trouverez aucun nom de village arabe sur les panneaux routiers, et pourtant il y a des villages palestiniens et des Palestiniens qui habitent ici. Les colons vont même jusqu'à creuser des tranchées pour empêcher les Palestiniens de se déplacer et de traverser leurs terres.
Bien sûr, dans la vallée et sur sa lisière, les checkpoints empoisonnent la vie des Palestiniens. Certains sont fermés sans préavis ou demandent des heures pour les traverser, même en cas d'urgence médicale ou d'accouchement imminent. En avril 2011, 2 semaines avant notre passage, 2 jeunes Palestiniens ont été tués à ce checkpoint, sans sommation. De nombreuses communautés bédouines vivent dans la vallée du Jourdain. Elles sont depuis très longtemps dans cette région qui est un endroit idéal pour leur bétail. Les Bédouins, en effet, sont essentiellement des éleveurs. L'été, ils montaient vers les collines, et l'hiver, ils redescendaient dans la vallée. Mais maintenant, il leur est interdit de bouger. Tout ce qui n'est pas accaparé par les colons est déclaré « Attention danger, zone militaire, zone de tir ». Dans ces espaces désolés, l'ONG Jordan Valley Solidarity tente de maintenir un système éducatif rudimentaire car les quelques établissements scolaires palestiniens reconnus sont très éloignés. Quelques écoles de ce type, quand elles ne sont pas détruites par l'armée israélienne, survivent tant bien que mal. Ils arrêtent comme ça par exemple le berger après avoir frappé puis chassé son troupeau et puis ils l'emmènent au checkpoint de Hamra là, par lequel on s'est arrêté tout à l'heure et puis le garde 5-6 heures sans ni pouvoir boire ni rien du tout et puis après il le relâche au bout de 6 heures sans rien dire. Et donc, puisqu'ils ont vu que toutes ces pratiques n'ont pas pu vider, les faire partir les gens de leur terre, ils ont commencé à pratiquer d'autres méthodes. Et ils nous donnent un exemple, 2 de ces enfants, donc un qui a 10 ans et l'autre qui a 12 ans, ont été enlevés par l'armée, donc c'était au mois de décembre dernier, ont été enlevés, donc c'était à 4 heures de l'après-midi, et n'ont été relâchés que le lendemain à 10 heures, alors que tout le monde et certaines ONG et tout, etc., étaient en train de les rechercher, 10 et 12 ans. Dans la caserne là qui s'appelle Bélis. فبيعملوا على الراعي الفلسطيني مدرسة للكلاب كيف يتدربن يكفزن ويعورن الفلسطيني. مدرسة للكلاب. نعم. يتركوا الكلاب عليهم ويقعدوا يدربوا في الكلاب عليهم. Bon, et après, donc, quand ils prennent ces bergers, donc ils les emmènent dans cette caserne et puis ils l'utilisent comme cobaye pour dresser les chiens. Comment ils attaquer les. Bon, voilà. Je lui ai demandé de répéter, j'avais compris, mais je lui ai demandé de répéter parce que je ne croyais pas. Toutes les ONG, tous les gouvernements et tout, etc., en Occident et tout ça, ils sont au courant de ces choses-là. Mais aucun pays, justement, n'a décidé de demander des comptes à Israël. Toutes les pratiques de l'armée et des autorités israéliennes, c'est de rendre la vie impossible aux habitants de cette région pour les pousser à partir et à quitter les lieux. J'ai rencontré Hamda pour la première fois à Jiftlik en octobre 2013. En janvier de cette année-là, elle devait accompagner Fatik Dirat, membre de Jordan Valley Solidarity, pour un voyage en France où il était prévu entre autres qu'il fasse une conférence sur la vallée du Jourdain et soit accueilli par la FPS de Saint-Lô. Au dernier moment, leur voyage a été annulé. C'est notamment pour cette raison que j'ai souhaité qu'elle fasse partie du groupe de nos 4 amis, mais je n'ai guère de documents vidéo. What is your name?
banlieue sud de Ramallah. Ramallah pourrait presque faire penser à une ville champignon, tant la croissance immobilière semble effrénée. Les nouveaux immeubles d'habitation ne paraissent pas tous occupés, loin de là. À peine à 1 kilomètre d'ici, les toits rouges des colonies israéliennes illégales au regard du droit international. Toujours dans la banlieue, le camp de réfugiés Al-Amari abrite 10 500 personnes sur 1 km². Ce camp jouxte le magnifique immeuble du Croissant Rouge de plus de 10 étages. Après avoir travaillé à Ramallah, c'est sur cette petite place que Bassem prend un taxi-service le soir pour rentrer chez lui à Billine. Billine est située au loin dans le paysage. Et la campagne palestinienne reprend ses droits sur la ville. Pas tous, puisqu'à nouveau, dans ces splendides paysages, les pavillons de banlieue européens des colons israéliens pullulent de plus en plus sur les collines. Kamar coordonne les travaux manuels de couture et de broderie d'un groupe de villageoises. الو اي الو هلا عفيف La terrasse donne sur le village de Billine et la campagne des alentours. À 3 km sur les terres confisquées de Billine, se dresse Kiryat Sefer, partie intégrante de l'immense colonie Modi'in-Illit. Le jardin de Kamar et Bassem se trouve juste en face de cette colonie. Avant que ce mur ne soit construit, leur jardin descendait jusqu'à la rivière où l'on voit encore leurs oliviers. Bassem a tenu à me montrer l'emplacement d'un très vieil olivier que les Israéliens ont détruit. Mais il n'y a pas que celui-là. Tous leurs oliviers ont disparu. Alors ils replantent. Un ami anglais leur a donné 80 oliviers. Il les arrose par un système d'irrigation qui leur coûte cher, puisqu'ils doivent faire venir tous les 3 jours une citerne dont le prix est de 60 shekels, un peu plus de 12 €. aman aman, hobbi
Depuis 2005, Bilin organise tous les vendredis après la prière une manifestation pacifiste contre le mur, les colonies et l'occupation militaire israélienne. Le comité populaire de résistance a obtenu une partielle satisfaction devant la justice israélienne, puisque Bilin a récupéré officiellement en 2007 60 hectares sur 195 illégalement confisqués. Mais il faudra attendre juin 2011 pour que cette décision se traduise sur le terrain. Jusqu'en juin 2011, le mur se présentait sous la forme d'une double barrière métallique, plus une route de surveillance pour les jeeps et les camions de l'armée. Le jardin des Yassem, à cette époque-là, était inaccessible. Aujourd'hui, les soldats israéliens se trouvent derrière le mur sur des promontoires qui leur permettent d'ajuster leurs tirs de grenades. Mais la porte n'est pas toujours fermée. Et de nombreuses fois, l'armée pénètre sur les terres récupérées, comme en septembre 2013 où elle avait pris position juste au-dessus du jardin des Yassem. Certains jours, le vent renvoie les gaz vers les tireurs. Mais il n'y a pas que le vent. Les jeunes prennent parfois des risques, mais tous sont à main nue. Qu'est-ce que quelques pierres face à cet arsenal militaire ? Au cours d'une manifestation comme celle-ci, le 17 avril 2009, Bassem Abourama, 30 ans, est touché mortellement. Il était adoré des enfants du village. Sa sœur, Jawaher, décédera le 1er janvier 2011 à la suite d'inhalations trop importantes de gaz lacrymogènes.